Merci. Voilà, donc France Nature Environnement Creuse, c'est une association qui est assez jeune. Elle s'est créée il y a un petit peu plus de 2 ans et elle est dans le réseau France Nature Environnement. C'est une société dont le principal objectif est la protection de la nature et de l'environnement, la formation et la sensibilisation à ces problèmes-là. Et puis, le cas échéant, je dirais, l'accompagnement de nos adhérents si on a des actions conflictuelles. Nous sommes tous des sociétés, des associations qui sont indépendantes. Ça n'est pas comme dans un parti politique ou dans un groupe industriel où on reçoit des ordres du haut. On est indépendant, mais on a un socle de valeurs communes, et notamment qui touche à l'environnement. Et puis, on a sur certains points particuliers, effectivement, quelquefois, des points sur lesquels on n'est pas toujours d'accord, mais on utilise toujours la discussion et la raison dans nos débats. Alors maintenant, je vais vous présenter nos conférenciers. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Michel Tessier, qui est à l'origine de cette conférence débat, qu'il a organisée, orchestrée. Michel, donc, est ingénieur, et il a fait venir avec lui il a travaillé, il a fait venir d'autres intervenants. Alors je vous présenterai Michel Gaillot, qui est météorologue et qui est président de Limousin Nature Environnement. Alors Limousin Nature Environnement, c'est ce qui, je dirais, dans notre organisation, se trouve au niveau régional et qui fédère les fédérations comme France Nature Environnement Creuse, France Nature Environnement Corrèze et ainsi de suite, et dans laquelle on trouve beaucoup de ressources en personnes, en intelligence, en savoir. Ensuite, nous avons Jérôme Fraisse et David Brossoleil, qui sont enseignants à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges. Et puis, je dirais la particularité, l'originalité de notre conférence, c'est que la partie conclusive sera faite par Delphine Rocher, qui est psychologue, et qui, après, je dirais, toutes les présentations techniques que vous allez avoir, vous fera part des questions relatives à l'acceptabilité et puis les leviers qui pourraient nous permettre de mieux accepter, je dirais, une politique de sobriété énergétique. Voilà, maintenant je vous passe la parole à toi, Michel. Je crois que c'est toi qui commence d'ailleurs. Oui, donc merci de nous accueillir. Donc, on a prévu une présentation avec des courtes parties, que ce soit un peu rythmé, comme ça, normalement, vous allez pouvoir y trouver ce que vous êtes venu y chercher, on espère. Donc les parties vont être les suivantes. Donc, je vais vous parler de l'énergie dans le monde et puis l'état des réserves, parce que la conférence est sur les transitions énergétiques, donc on va déjà un peu caler le problème. Michel Gaillot vous présentera la partie 2 sur le réchauffement climatique. Je reviendrai pour la partie énergie renouvelable. Et ensuite, il y aura un dialogue entre Michel Tessier et Jérôme Fraisse sur les solutions pour une conclusion par Delphine. Alors, l'énergie, de quoi parle-t-on? Des questions pratiques. Donc, vous aurez sans doute des questions qui vous viendront à la tête pendant. Excusez-moi, merci. Vous aurez sans doute des questions qui vous viendront à la tête dans le courant de l'exposé. On vous demande de réserver les questions pour la fin de notre rencontre, mais pour vous aider, les post-it sont à votre disposition pour écrire vos questions et on les disposera sur le tableau qui est devant à votre droite, de façon à pouvoir y répondre de la façon la plus complète possible en fin de séance. Merci Michel. Donc déjà, une des difficultés de ce débat, c'est le fort socle scientifique nécessaire pour parler de ça. Donc on va essayer de un petit peu dédramatiser qu'est-ce que c'est que l'énergie. Et souvent, l'énergie dans le langage courant est confondue avec le terme de puissance. Et on va mélanger, quand on entend des discours d'entreprise ou des discours politiques, à la fois de l'énergie et de la puissance, et on est vite perdu.
Si je compare des tonnes de charbon avec des kilowatts d'éoliennes, en fait, je n'ai pas du tout comparé la même chose. Alors, pour faire simple, je ne sais pas si vous voyez bien mon laser, l'énergie, c'est un volume. Donc, vous imaginez une baignoire ou un réservoir d'essence, comme dans cette voiture qui nous emmenait ici. Donc, l'énergie, la partie la plus concrète qu'on a chez nous, c'est quand on fait le plein d'essence. Voilà. Quand vous avez fait un plein d'essence, le plein d'essence représente une quantité d'énergie. Et la puissance, ça va être la vitesse à laquelle vous allez consommer cette énergie, c'est-à-dire que c'est un débit comme dans un robinet. Et donc, en gros, vous allez plus ou moins appuyer sur l'accélérateur et donc vous allez faire varier la puissance. Au milieu, vous avez une machine, et cette machine va transformer l'énergie en deux choses, de la chaleur, et puis on va aussi, bien sûr, déplacer la voiture. Alors, je vous ai mis des flèches qui sont à peu près à l'échelle, c'est-à-dire que quand vous allez brûler l'essence de votre voiture, en fait, la partie utile qui sert vraiment à faire avancer la voiture, elle est beaucoup plus petite que la partie qui a chauffé l'atmosphère. Alors, quand j'ai fait une répétition avec mon épouse, elle m'a dit « Mais ça, est-ce que c'est de la pollution ?» Non, c'est de la chaleur. C'est de la chaleur qui est partie dans l'atmosphère, mais on ne parle pas de pollution au niveau de cette chaleur. Par contre, on voit que le moteur à essence n'est pas très efficace, puisque une bonne partie que vous mettez dedans part en chaleur, alors que la partie utile est beaucoup plus petite. Alors, l'autre problème de l'énergie, c'est les quantités. Alors, les quantités, normalement, c'est le joule. Alors, je vais vous faire une dépense d'énergie. Vous êtes prêts? Attention, je lève le bras. J'ai déjà dépensé plus de 300 joules. Je rebaisse le bras, je relève le bras, 300 joules. Donc le joule, c'est minuscule. Quand vous allez manger vos céréales le matin, vous allez manger rapidement des kilojoules et des kilojoules. D'accord? Pour vivre, il vous en faut 6 ou 7 000 par jour de kilojoules. Donc, le kilojoule, le joule, c'est trop petit. Alors, je vais vous proposer une unité qui est communément acquise pour regarder l'énergie dans le monde. C'est la tonne équivalent pétrole. Alors, le pétrole, c'est l'énergie la plus utilisée dans le monde, donc c'est pour ça que c'est la référence. Et la tonne, c'est à peu près la quantité que vous consommez tous les ans, à peu près, en moyenne dans le monde. Donc vous avez chez vous une cuve, vous mettez 1 tonne de pétrole dedans, vous avez cette énergie qui est disponible, et cette énergie, c'est 42 milliards de joules. Donc c'est colossal déjà, rien qu'à l'échelle d'une personne. Cette tonne de pétrole, vous pouvez l'utiliser avec différentes sources. Donc, évidemment, par convention, c'est 1 tonne de pétrole. Le charbon, 1 tonne 4, ça veut dire que le charbon est un peu moins dense que le pétrole. Le bois, peut-être que ça parle à certains qui se chauffent au bois, par exemple, donc c'est 6,8 stères. Le gaz, ça fait 1000 mètres cubes. Si vous regardez la partie nucléaire, ça va être 100 grammes d'uranium naturel. Donc, il y a un facteur 10 000 entre la densité du pétrole et la densité énergétique de l'uranium. Et si vous voulez comparer à de l'électricité, j'ai cherché des comparaisons qui pouvaient parler, j'ai trouvé celle-là. Donc, ça représente une voiture Zoé, et vous la rechargez à plein 224 fois par jour, donc à peu près le nombre de jours ouvrés dans une année, et vous pouvez faire 67 000 km. Donc la tonne de pétrole, c'est vraiment une grosse quantité d'énergie, et on va voir comment est-ce qu'on l'utilise. Alors, un Français ou une Française en moyenne, c'est-à-dire on compte les actifs, les retraités, les enfants, et on fait une moyenne, on est à peu près à 3,8 tonnes de pétrole par an. Si on va chercher une comparaison qu'on cherche souvent avec les Américains, on est autour de 7 tonnes. Et puis, un autre pays qui nous intéresse, c'est la Chine. Donc, les Chinois sont montés à 2,3 tonnes. Et là, attention, il y a un truc très important, c'est que dans cette énergie qu'ils consomment, il y a une grosse partie qui sert à fabriquer des objets que nous, derrière, on achète. Donc, il faut penser que parmi ces tonnes de pétrole, en réalité, il y en a qui nous servent, et aux Américains aussi, pour notre mode de vie actuel.
Et enfin, j'ai pris un pays qui est très peuplé, qui va être très impacté par le changement climatique et qui consomme très peu d'énergie, par exemple le Bangladesh, donc 0,3 tonnes de pétrole. Donc ils arrivent à vivre avec un dixième de ce que nous on utilise. Donc, à l'échelle du monde, nous consommons 15 milliards de ces fameuses tonnes de pétrole pour à peu près 7,6 milliards de personnes. Et en France, nous en consommons 258 millions pour à peu près 67 millions d'habitants. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Voilà comment ça se passe depuis les données, on va dire, un peu solides qu'on a. Donc vous voyez, c'est très clair, il y a une croissance complète de la croissance d'énergie depuis 1965 et même avant, mais je n'ai pas les données assez précises pour vous les montrer. Et chaque fois qu'on a mis en œuvre des nouvelles énergies, pour l'instant, elles n'ont jamais supplanté les autres énergies, elles se sont juste additionnées aux autres énergies. Donc vous constatez que le pétrole a certes connu une petite baisse ici pendant les chocs pétroliers, mais maintenant il continue d'augmenter. Le gaz y suit. Le charbon, vous constatez que l'épaisseur du trait a beaucoup augmenté ici en 2000, c'est l'essor de la chimie, ici. Le bois, qui reste une énergie utilisée depuis la nuit des temps et encore à peu près en croissance. Le nucléaire, qui est arrivé dans les années 60-70, est maintenant à peu près stable. L'hydroélectricité s'est développée, mais plafonne. Et toutes les énergies renouvelables dont on entend parler, photovoltaïque, éolien, pompe à chaleur, biogaz, pourquoi ça a changé de diapo, je ne sais pas. Et bien c'est le tout petit trait vert là-haut. D'accord? Donc notre monde s'appuie sur ces trois gros fossiles là, vous voyez. Il s'appuie un petit peu sur le bois, un tout petit peu sur l'uranium, un petit peu sur l'hydraulique, et tous les autres renouvelables, c'est à peine ce petit trait-là. Donc vous voyez un peu l'enjeu de ce que c'est que la transition énergétique. Il est colossal. On va zoomer un petit peu sur la France. Alors j'ai essayé de simplifier, j'espère que vous allez me suivre. À gauche, c'est tout ce qu'achète la France ou tout ce qu'elle produit sur son sol. Donc elle peut encore fourrer un peu de pétrole dans le bassin parisien, elle peut éventuellement trouver un peu de gaz par-ci par-là, mais en général elle l'achète. Ensuite, elle va produire sur son sol des énergies renouvelables, du bois, de l'hydroélectricité. Et donc en tout, nous avons cette quantité d'énergie qui arrive, on va dire, sur le sol français. Ensuite, on va la transformer. Alors par convention, on retire déjà tout ce qui est commerce international. Donc les bateaux, les avions internationaux, on ne les compte pas dans le bilan de la France. On va raffiner du pétrole, on va en perdre une partie là. Et on va utiliser du gaz, du charbon et du pétrole pour faire tourner des centrales électriques. Il faut savoir qu'on a encore pas mal de centrales à charbon en France, même si on n'en est pas forcément conscient. Donc évidemment, on a la grosse partie de l'uranium qui rentre uniquement dans nos centrales électriques. Et puis on a une partie d'énergie renouvelable qui vont être soit du bois, soit du biogaz, qui vont rentrer dans les centrales électriques. Et vous voyez que là, il y a un phénomène qui n'est pas forcément connu, c'est qu'une centrale électrique, ça a un très mauvais rendement. Et on voit que la partie utile, c'est la jaune qui sort, alors qu'encore une fois, tout ça, c'est des pertes en chaleur. Ce sont souvent les images des tours aérofrigérantes des centrales nucléaires. Alors encore une fois, ce n'est pas de la pollution, c'est simplement de la chaleur, et on récupère cette électricité. Les énergies renouvelables électriques, ce sont les barrages, les panneaux solaires et les éoliennes, qui eux franchissent sans conversion le diagramme. Et puis là, c'est tous les autres, donc principalement le bois, mais aussi les agrocarburants, mais aussi le biogaz, les pompes à chaleur. Une partie sert à faire tourner les centrales électriques et le reste est utilisé directement. Dernière chose, on va exporter chez nos voisins à peu près 5 milliards, donc millions de tonnes d'équivalent pétrole d'électricité. Donc on est exportateur net d'électricité par rapport à nos voisins. En conclusion, si vous regardez la France à gauche, vous avez majoritairement du fossile,
beaucoup d'uranium, pas beaucoup de renouvelables pour l'instant. Et à droite, dans celle que vous utilisez tous les jours, pour vous chauffer, pour vous déplacer, vous êtes majoritairement avec des énergies fossiles. Vous avez, on va dire, une petite partie d'électricité, mais qui est assez concrète pour les gens, et puis une toute petite partie pour les énergies renouvelables. Donc, quand on parle de ces choses-là, il faut bien regarder, est-ce qu'on est à l'entrée de la France? Pourquoi est-ce que ça change le diapo? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on est en tant qu'utilisateur final et les choses... Alors, parmi les transitions qui vont arriver, il y a le fameux pic pétrolier. Alors, le fameux pic pétrolier, il a eu lieu, je vais vous le montrer, il est là, il a eu lieu en 2008. Ce pic pétrolier, c'est le pétrole conventionnel, facile à exploiter, et on a essayé de compenser ça par des nouveaux pétrole profond dans la mer, pétrole dans les sables bitumineux du Canada, ou pétrole dit de schiste. Malgré tout, ces pétroles non conventionnels n'arriveront jamais à compenser la décrue annoncée du pétrole conventionnel. Et si on veut se dire qu'on va passer à une autre énergie, je vais vous montrer un pic énergétique total à l'échelle d'un continent qui s'appelle l'Europe. Donc ça, c'est l'Europe au sens large, hein, c'est pas que l'Union européenne. Ça, c'est la quantité totale qu'on est capable d'extraire d'énergie en Europe. On voit que le charbon a franchi son pic en 86, le pétrole a franchi son pic en 2000 et le gaz a franchi son pic en 2004. Et donc l'Europe est en récession énergétique depuis à peu près les années 86. Et c'est inexorable, rien ne l'arrêtera parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Et donc ça va arriver à l'échelle du monde, quoi qu'on fasse. On peut par contre avoir une trajectoire pour compenser le réchauffement climatique qui sera encore plus drastique que cette décrue obligatoire. Et dernière chose, voici l'état à l'échelle du monde. Alors en haut, ce sont les réserves de pétrole, on va dire prouvées, c'est-à-dire qu'on est capable d'extraire les réserves de gaz, de charbon, d'uranium. Donc souvent on vous dit, le pétrole il va franchir un pic, mais c'est pas grave, il y a du gaz, voire même c'est pas grave, il y a de l'uranium, et c'est pas il y a de l'uranium, ou c'est pas grave, il y a du charbon. Et bien, en réalité, il y a de tout, mais il y a de tout dans des quantités qui vont bientôt être consommées. Donc, par année, si vous regardez ce qu'on consomme, vous pouvez calculer qu'il reste à peu près 50-50 de pétrole, 51 ans de gaz, 140 ans de charbon et 160 ans d'uranium. Et ça, c'est un calcul énergie par énergie. Mais si vous sommez sur toute la Terre, il nous reste 85 ans d'énergie, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une vie d'homme, on est capable de tout consommer. Alors, on ne consommera pas tout pour plusieurs raisons, et les raisons principales, ça va être que les gens qui possèdent l'énergie ne la vendront plus. Alors, je vous ai mis des bâtons avec toutes les énergies, uranium, charbon, gaz, pétrole, sommées par pays. Donc les États-Unis sont assis sur une quantité faramineuse d'énergie, principalement du charbon. Ils ont quand même du pétrole et du gaz. La Russie, elle a un peu de tout, beaucoup de charbon, beaucoup de gaz. Et la Chine, elle a encore beaucoup de charbon. Ensuite, nous avons l'Australie, très à la mode en ce moment, avec beaucoup d'uranium, beaucoup de charbon. De l'Inde, avec beaucoup de charbon. Tout ça, ce sont des pays qui, à un moment, vont devoir choisir à qui ils exportent leur énergie. Et donc, nous, en Europe, si on va chercher les premiers pays européens du trafic, vous voyez que le premier qu'on trouve, c'est l'Ukraine, et quasiment du charbon. La Pologne, que du charbon. Et l'Allemagne, que du charbon. Donc, à l'échelle de l'Europe, on va avoir une transition énergétique aussi, du commerce international, et ça va être un enjeu majeur. Je passe la parole à Michel et Merci David. Bien, alors effectivement, on voit que le problème énergétique, une des raisons pour laquelle c'est venu sur le devant de la scène, c'est par rapport à son impact sur le climat. Alors pour commencer, je voulais vous parler de
d'où viennent nos connaissances sur le climat. Le climat, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On voit bien que les prévisions météo sont difficiles à faire. Eh bien, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat n'est pas un service de recherche. Ce ne sont pas des gens qui font de la recherche scientifique. En fait, ce sont des gens qui sont chargés d'évaluer l'ensemble de l'information scientifique, l'ensemble des connaissances qui sont disponibles et de leur donner un avis. Il est très important de savoir que la communauté scientifique participe de manière volontaire et bénévole. C'est-à-dire que les gens qui participent au GIEC, ils ont une totale liberté de parole. Et puis, ils ne travaillent pas tout seuls. Le GIEC est organisé en 3 groupes. Et le premier groupe qui travaille sur le fonctionnement du système climatique, c'est 209 auteurs, 600 contributeurs, c'est-à-dire 600 personnes qui leur fournissent quelques pages, et presque 1100 relecteurs. C'est tout ça ce qui donne la force au rapport du GIEC, et on peut dire que la connaissance sur le climat, si on veut avoir les sources, si on veut savoir ce qu'il y a, eh bien c'est dans les travaux du GIEC qu'on peut les avoir. C'est la meilleure solution lorsqu'on a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, c'est la meilleure solution pour trancher le débat. Alors, parlons de l'effet de serre, l'effet de serre qui est un phénomène naturel qui est lié à une loi physique qui est la loi du rayonnement. Vous savez, l'effet de serre c'est quelque chose de naturel et il est lié à un certain nombre de gaz qui ont la propriété de laisser passer le rayonnement solaire mais de bloquer le rayonnement infrarouge qui est émis par la Terre. Et ces gaz qui sont présents dans l'atmosphère à l'état naturel, c'est la vapeur d'eau en premier, le gaz carbonique, ensuite l'oxyde nitreux et le méthane. Alors l'oxyde nitreux, on a également les CFC, mais oxyde nitreux et CFC sont des gaz qui sont plutôt maintenant rajoutés dans l'atmosphère, qui existaient peut-être à l'état de trace, mais qui sont rajoutés dans l'atmosphère, de même que le CO2 est un gaz qu'on rajoute. En fait, d'où vient le CO2? Il vient essentiellement des énergies fossiles, quand on dit fossiles, c'est-à-dire qui étaient sous la Terre, et que quand on les brûle, le carbone qui était stocké, eh bien, se mélange avec l'oxygène et va nous donner du CO2 supplémentaire. Et on va parler, dans le cas qui nous intéresse, d'un effet de serre additionnel, supplémentaire par rapport à l'effet de serre naturel. L'effet de serre naturel, c'est ce qui nous permet d'avoir une température agréable en moyenne sur Terre, plus 15 degrés. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il fait très froid. Sur Mars également. Par contre, sur Vénus, où il y a beaucoup de CO2, on a des températures de 400 degrés. Donc l'effet de serre, c'est quelque chose de naturel, mais d'important et de conséquent pour nous. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe depuis un peu plus de 100 ans que la teneur en CO2 de l'atmosphère, qui était restée très stable depuis au moins 5 millions d'années, est en train d'augmenter de manière considérable. On était à 280 parties par million, c'est-à-dire 0,028%. Donc restons sur ce côté en parties par million, ça donne des chiffres plus compréhensibles. On est arrivé au-dessus de 400. Là, la courbe s'arrêtait en 2018, mais en 2020, on est monté à 410. En parallèle, on voit également que la température de la Terre, la température mondiale, augmente et a augmenté. Alors, le dernier rapport du GIEC est sorti au mois d'août. Comme on avait préparé cette conférence avant le mois d'août, je n'ai pas réactualisé les chiffres, mais le dernier rapport du GIEC nous explique que la période actuelle a une température probablement supérieure à ce qu'on a connu depuis 125 000 ans. Donc quelque chose de quasiment inconnu à l'échelle de l'espèce humaine, en tout cas de la plupart de nos sociétés.
Même chose sur la couche de l'océan qui s'est réchauffée et la banquise qui disparaît. Sur l'océan, c'est important, il faut savoir que 91% de la chaleur supplémentaire due à notre effet de serre additionnel va dans l'océan et seulement 3% dans l'atmosphère. Donc, aucune cause naturelle ne peut expliquer le réchauffement très rapide actuel. Vous savez, si je lâche mes clés, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Mes clés tombent. Parce qu'il y a effectivement une loi physique, qui est la loi de la pesanteur, qui les font tomber. Pour l'effet de serre, c'est pareil. C'est une loi physique du rayonnement. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus l'effet de serre augmente, plus la température augmente. Donc ça, c'est quelque chose qui est inéluctable. Et donc, maintenant, les rapports du GIEC se sont accumulés. Au début, l'effet de serre additionnel était un suspect. Maintenant, c'est plus un suspect. Il n'y a plus aucune ambiguïté. Il y a vraiment un consensus de tous les scientifiques. Il faut savoir, dans les années passées, il y a eu quelques autres hypothèses qui ont été émises, comme un cycle océanique de 60 ans. On a recherché ce cycle océanique, on ne l'a pas vraiment trouvé, et en tout cas, le réchauffement que l'on connaît, il n'est pas cyclique, puisqu'il est quasiment continu, en particulier depuis les années 50, donc ça fait 70 ans qu'il est sans arrêt. Il y avait eu un premier réchauffement dans les années 1920, mais donc il n'y a pas de cycle. Les fluctuations du Soleil. On sait très bien que l'énergie du Soleil varie avec des cycles de 11 ans ou de 22 ans. Et bien là, on ne retrouve pas ce cycle-là dans l'évolution des températures. Et l'impact des fluctuations du Soleil sur les aérosols, c'était les grandes thèses qui étaient défendues par Claude Allègre. Et bien là aussi, ils n'ont jamais été capables de prouver que ça avait une influence sur les aérosols. Je vous dirais même, pour la petite histoire, une grande partie de la thèse de Claude Allègre s'appuyait sur une étude qui a été faite par un étudiant qui disait les fluctuations du Soleil vont avoir une importance très importante, plus que l'effet de serre. Le problème, c'est que l'étudiant, il s'était trompé. Il avait considéré que la Terre était un disque. Or, quand on fait le calcul à la surface de la Terre, c'est une sphère. C'est-à-dire, on a un facteur 10. Donc, la puissance, la variation de puissance due au Soleil est 10 fois moins que la variation de puissance due aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, les scientifiques, entre eux, appelaient Claude Allègre et ses copains les chevaliers de la Terre plate. Bon, ça, c'est la petite histoire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On connaît bien maintenant à peu près les fonctionnements de l'atmosphère, on sait comment ça fonctionne, et donc on se dit, faisons tourner nos modèles, et puis on va voir ce que ça va nous donner. On sait très bien, et les modèles fonctionnent bien, puisque les modèles sont bien capables de reproduire le climat du passé. C'est une des manières de valider un modèle climatique. S'il est capable de montrer que ce qui s'est passé au XXe siècle, il le reproduit, c'est qu'il sait bien faire fonctionner comment fonctionne l'atmosphère. Par contre, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est quelles sont nos émissions de gaz à effet de serre en avenir. Donc on est parti sur plusieurs hypothèses. 4 hypothèses. Une hypothèse qui nous dit qu'à l'horizon 2100, on augmenterait l'énergie qu'on reçoit du Soleil de 2,6 watts par mètre carré sur l'ensemble de la Terre, ou bien 4,5, ou bien 6, ou bien 8,5, c'est-à-dire 8,5. On n'a aucune limitation de nos émissions, on brûle tout ce que l'on peut brûler, et donc on a ces 4 hypothèses, et on fait tourner nos modèles, et on voit ce que ça peut donner. Et bien voilà les résultats. Vous avez sur la gauche le résultat dans le cas le plus favorable. À ce moment-là, on voit que l'augmentation de la surface de la Terre en moyenne serait entre 1,5 et 2 degrés, avec, ce qui est très caractéristique, plus chaud sur les océans, sur les continents que les océans, et une augmentation de température nettement plus importante sur l'extrême nord que sur les autres régions du globe. On voit d'ailleurs aussi qu'au sud du Groenland, on aurait une baisse des températures.
Il y a quelque chose qu'on a du mal à expliquer, mais les modèles sont assez convergents là-dessus, et c'est ce que l'on voit aussi actuellement, c'est une zone qui ne se réchauffe pas. A l'inverse, si on ne fait rien, l'augmentation de température moyenne pourrait être de l'ordre de 5 à 6 degrés, avec une augmentation de plus de 11 degrés sur l'extrême nord. L'extrême nord qui connaît déjà les régions du Groenland ou du Canada connaissent des augmentations de température de 3 à 4 degrés par rapport à il y a 150 ans. D'ailleurs, le Canada a même été touché par des records extrêmes de température au mois de début juillet. Il faut savoir que quand la moyenne des températures, moyenne annuelle, augmente de 3 degrés, les extrêmes augmentent du double, donc de 6 degrés. Si on ramène ça par exemple à notre région du Limousin, en 2003 le record a été on est autour de 40 degrés. Si on augmente encore la température de 2 degrés, on aura 44 degrés. Donc c'est important de savoir que ces extrêmes vont évoluer parce que c'est surtout par les extrêmes qu'on voit les effets du réchauffement climatique. On en a parlé cet été. Pourquoi on en a parlé cet été? À cause des incendies. 2 millions d'hectares brûlés aux États-Unis, 17 millions d'hectares brûlés en Sibérie, et puis en Turquie, en Grèce, etc. Alors qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Et ça, c'est inéluctable, on sait que ça va changer. La seule chose, c'est qu'on peut faire en sorte que ça change plus ou moins. Donc l'augmentation des températures, avec la baisse du nombre de jours de gel, ce qui va impacter l'évolution des plantes, ce qu'on appelle les stades phénologiques, la floraison, la fructification. Un exemple concret, pour les arbres fruitiers, comme il fait plus doux l'hiver, que le printemps démarre plus tôt, les arbres fruitiers fleurissent plus tôt, et ils fleurissent à un moment où les nuits sont encore longues. Si les nuits sont longues, la température descend plus, et donc on a un risque de gel important. Donc ce qu'on pourrait penser comme étant plutôt une bonne chose, le fait qu'il fait moins froid l'hiver, se retourne contre nous, et on a connu cette année un épisode de gel printanier extrêmement grave. C'est une des conséquences de cette augmentation moyenne des températures. Modification des écosystèmes, je reviendrai dessus, la diffusion des pollens, plus de pollen à des périodes différentes, donc des problèmes sur la santé. Sur la durée et la hauteur de l'enneigement, effectivement, de moins en moins de neige, sur des périodes de plus en plus courtes, je dirais que c'est inutile de se mettre à investir sur une station de sport d'hiver en Limousin. Malheureusement, ça serait des investissements qui ne seraient absolument pas rentables. Hausse du niveau de la mer, je vais passer vite parce qu'effectivement en Creuse, avant qu'on ait les pieds dans l'eau, il y en aura bien d'autres qui auront bu la tasse. Mais il faut savoir que ça touche des centaines de millions de personnes de par le monde, y compris en France. Un petit focus sur la France, sur la région ex-Languedoc, maintenant c'est la région Occitanie, mais simplement sur la région Languedoc, on a estimé que 140 000 logements et entreprises étaient à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Si le niveau de la mer Méditerranée monte d'1 mètre, c'est tout ça qu'il va falloir reconstruire. 140 000 logements et entreprises. Augmentation de la fréquence et de la durée des sécheresses. Alors il faut savoir que même à quantité de précipitations égale, on aura plus de sécheresse, puisque la température augmente plus tôt au printemps. La végétation démarre plus tôt. Pour démarrer la végétation, la photosynthèse fonctionne et elle a besoin d'eau qu'elle va pomper dans le sol. Autrement dit, on assèche les sols beaucoup plus tôt qu'avant, et donc la période de sécheresse va être plus longue et donc plus intense. Et ça, c'est ce qu'on connaît déjà, même avec des niveaux de précipitation, parce que en Creuse, comme le reste du Limousin et une bonne partie de la France, on ne détecte pas de signal sur les précipitations, de signal important, de baisse des précipitations, même l'été. Et par contre, on a des sécheresses. Et ça va continuer. Bon, augmentation des périodes de canicule, maintenant quasiment tous les ans, on a des périodes de canicule, je vous ai dit, donc ça pourrait... On envisage des températures de plus de 50 degrés en France à la fin du siècle, ce qu'a connu le Canada cette année.
Augmentation des risques d'incendie de forêt, bon je ne reviens pas là-dessus, mais il faut savoir que le problème c'est que ça risque de toucher des régions qui ne sont pas habituées, donc qui n'ont pas de système d'alerte, qui n'ont pas de système de lutte, comme le Limousin. En 2019, on a commencé à avoir des incendies de ce type-là en Haute-Vienne. Pour les extraits de précipitations et d'inondations, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Je dirais que pour les précipitations lentes, que sur les grands bassins versants, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'évolution. Par contre, les précipitations suite à des orages et de fortes précipitations, elles vont être en augmentation, non pas en nombre, mais en importance. Tout simplement, puisque l'atmosphère se réchauffe, elle peut contenir plus de vapeur d'eau, donc plus de vapeur d'eau fait qu'au moment où il pleut, il y a un potentiel plus important, donc des précipitations plus importantes. Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui se passe maintenant à l'automne presque tous les ans en France. Eh bien, maintenant, vu qu'on a maintenant la certitude que l'importance de ces phénomènes est bien liée au réchauffement climatique. La bonne nouvelle, bon, je vais vous en donner une bonne nouvelle, c'est que pour la France métropolitaine, on ne détecte pas de signal de plus de tempêtes, plus de vents forts, et a priori, on ne devrait pas en avoir plus, quelles que soient les situations. Un focus sur la biodiversité. Ça, c'est le taux de renouvellement des plantes, pour l'ensemble des plantes, sur un scénario le plus pessimiste. Et on s'aperçoit que nos régions, on a entre 55 et 70% de la végétation qui pourrait ne pas se maintenir à la fin du siècle. Donc une modification extrême de notre environnement, de nos paysages. Actuellement, si vous allez voir la vallée du Cher, donc à la limite de la Creuse, vous verrez que sur certains versants, 20% des chênes sont quasiment morts. Il reste encore un petit peu de verdure sur le bas des arbres, mais à la prochaine sécheresse, ça va être la fin. Bon. Et donc, une modification vraiment qui peut être très importante. Alors ça, c'est bien entendu dans le cas le plus défavorable. C'est probablement pas la situation la plus probable, puisqu'on commence à prendre des mesures. Mais c'est pour vous redonner, même si on n'était qu'à 20 ou 30% de la végétation, on a des sortes d'arbres, des plantes qui ne pourraient pas se maintenir, ça entraînerait des modifications très très conséquentes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, il n'y a pas de 36 solutions, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs 2030, l'objectif est de baisser l'engagement. On a appris à baisser les émissions de 40%, c'est l'engagement de la France. L'Europe voudrait qu'on s'engage à hauteur de 55% de diminution. En 2050, baisse de 75% de nos émissions. Alors c'est ce qu'on appelle le facteur 4. On va parler maintenant de la neutralité carbone. Bon, on peut considérer que c'est à peu près équivalent. On ne va pas jouer sur les détails. Je rappelle ici les émissions par an et par habitant. Les États-Unis étaient à 17, l'Allemagne 9, la France 6, la Chine 7. Je rappelle ce que disait David tout à l'heure, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas comptabilisées. Mais surtout, il faut savoir que les émissions sont les émissions du pays producteur, pas du pays consommateur. C'est-à-dire que si on rajoute les émissions de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires pour construire cet ordinateur, peut-être sans doute cette tablette, qui ont été construites ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et bien en France, on est à 12 tonnes par an et par habitant. Donc, quand on compare, quand on nous dit, ben oui, c'est aux Chinois de faire des efforts en premier parce qu'ils sont très nombreux, ben oui, mais les Chinois, si on retire tout ce qu'ils produisent pour nous, ils ne sont pas à 7 tonnes, ils sont largement, ils sont peut-être à 3 tonnes, peut-être divisé par 2. Donc c'est cette empreinte carbone qu'il faut maintenant systématiquement utiliser dans nos discussions, c'est ça qui est important. Et j'explique qu'effectivement, que logiquement, si on veut limiter le réchauffement à plus de degrés, cette limite de plus de degrés
c'est la limite que donnent les scientifiques pour dire jusqu'à 2 degrés, on va pouvoir s'adapter. Au-delà de 2 degrés, on n'est probablement pas capable de s'adapter. En tous les pays, toutes les populations ne pourront pas s'adapter au-delà de plus de 2 degrés. Il peut y avoir des conséquences vraiment en chaîne beaucoup plus catastrophiques. Et donc on voit qu'actuellement on en est à 50 gigatonnes par an d'émissions. Et donc ça veut dire qu'on n'a que 20 ans de consommation si on veut continuer au rythme actuel. Si on fait plus, eh bien le réchauffement sera plus important. Voilà, maintenant je vais repasser la parole à David. Je vais récupérer les clés. On est en train de dépasser l'horaire. Désolé, je vais essayer de m'y tenir à ce qui était prévu. Donc, pour essayer de faire une transition, enfin une des transitions énergétiques qui est envisageable, je vous propose un petit exercice de futurologie, une France avec 100% d'énergie renouvelable. Alors, je vous ai fait des petites cartes d'identité des énergies renouvelables, soit qui sont très présentes en quantité, soit qui sont celles qu'on pense pouvoir développer le plus vite pour atteindre la neutralité carbone 2050. Et donc, évidemment, je ne parlerai pas de tout. Si vous voulez, on pourra y revenir sur les questions. Alors, il faut bien penser que l'énergie renouvelable la plus utilisée en France, c'est le bois. C'est très intéressant pour faire de la chaleur, on peut faire de la cogénération chaleur-électricité. Et il faut savoir que pour l'instant, la forêt française métropolitaine est plutôt en bonne santé, avec 31% de surface couverte. Je ne parle pas évidemment de la forêt de Guyane, qui doit rester un sanctuaire. On a une croissance de la forêt d'à peu près 0,7% par an. Le bois est très facile à stocker. Pilotable, ça veut dire qu'on peut le brûler au moment où on en a besoin, c'est très utile. Et la technologie est très simple. Je dirais qu'avec une scie et une charrette, on peut se débrouiller. Alors, qu'est-ce qui est par contre un problème? Ce sont les coupes rases pour la santé des sols, les problèmes de monoculture qui freinent la biodiversité, la combustion dans les cheminées ouvertes qui est très polluante en particules fines. Et en ce moment, c'est très tendu, puisqu'on voit qu'on a une concurrence sur le bois d'œuvre et aussi la papeterie, et qu'en gros, la forêt ne pourra pas tout fournir. Donc en fait, on a une très bonne énergie renouvelable, par contre, ses potentialités de développement, elles ne sont pas si énormes que ça. L'autre énergie renouvelable la plus utilisée, c'est l'hydroélectricité. Donc évidemment, elle est présente dans les montagnes, Alpes, Pyrénées, et puis sur les grands fleuves. Donc vous avez des barrages à réservoirs qui ont un avantage de servir pour équilibrer le réseau électrique. Vous avez des barrages au fil de l'eau sur les grands fleuves qui produisent en continu. Et puis vous avez des stations de transfert d'énergie par pompage. Ce sont un lac haut et un lac bas qui communiquent avec des turbines et des pompes. Et ça sert à équilibrer le réseau électrique français de manière, on va dire, un peu nécessaire pour faire face aux pointes. Alors l'inconvénient, c'est que le potentiel des grands barrages, il est déjà atteint et on ne pourra pas multiplier l'hydroélectricité. Donc c'est très intéressant pour le stockage, c'est pilotable, il y a plus de précipitations en hiver, donc ça c'est intéressant. Il n'y a pas de métaux rares pour faire un barrage et on a des durées de vie très importantes. Alors à l'époque, évidemment, ça a noyé des vallées, et donc ça c'était très embêtant pour la population. C'est un obstacle à la circulation de la faune. Il faut faire attention à la sédimentation derrière les barrages. Et enfin, il y a un risque d'accident qu'il faut surveiller. Donc parmi les énergies renouvelables qui sont, on va dire, estimées avec un certain potentiel, vous avez peut-être entendu parler du biogaz. Alors biogaz, c'est pas du tout bio. Donc on va parler, alors moi j'aime bien dire méthane de synthèse, ça fait plus chimique. Et surtout, ça fait moins bio parce que ça n'est pas du tout. Donc vous pouvez faire du biogaz à partir de déchets agricoles, de stations d'épuration ou de décharges. Alors, ce qu'on va dire, c'est qu'on ne va pas multiplier les stations d'épuration et les décharges, donc le processus qu'on pourrait développer, c'est éventuellement le déchet agricole. C'est très intéressant le gaz parce qu'on pourra faire rouler des véhicules avec du gaz, alors que faire rouler des véhicules avec du bois, c'est plus difficile.
Le stockage n'est pas trop compliqué, il suffit de le comprimer, de le mettre dans des bouteilles. Et le processus de méthanisation est un processus naturel, enzymatique, qui n'a pas besoin d'énergie. Alors, les gros problèmes, c'est qu'actuellement, dans les méthaniseurs, on va mettre des plantes nobles. Certaines personnes mettent du maïs directement dans les méthaniseurs. Il y a des risques de fuite de méthane, et comme Michel l'a dit, c'est un gaz à effet de serre très important, il faut que le méthaniseur soit bien étanche. Ensuite, le méthane qui sort du méthaniseur, il dépend de ce qu'on a mis dedans. Il peut être plein d'impuretés, notamment du soufre. Il ne faut pas brûler le soufre. Les digestats, c'est la matière solide qui reste après la méthanisation. Elle peut éventuellement contenir des métaux lourds, donc on ne peut pas les pendre sur les champs tout de suite. Et enfin, il y a des risques d'accident dus aux explosions des méthaniseurs, donc il faut bien surveiller. Alors, l'éolien, quand j'étais petit, on faisait des petites éoliennes de 50 mètres de haut, et ça vous donnait la carte de potentiel qui est là, c'est-à-dire que c'est intéressant de mettre des éoliennes là où c'est rouge. Donc dans la mer, sur la côte ici, la vallée du Rhône, la Tramontagne, et un petit peu sur le Massif central. Maintenant, on a des éoliennes qui font 150 mètres de haut et qui vont aller chercher le vent beaucoup plus en altitude. Et le potentiel éolien de la France est devenu beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'on commence à entendre parler de projets éoliens de grande taille en Limousin, parce que maintenant ça devient rentable. Alors l'éolien, l'intérêt dans la production électrique, c'est qu'il y a plus de vent l'hiver, donc ça c'est intéressant parce qu'on consomme plus d'électricité l'hiver. L'emprise au sol est relativement faible et la construction est très très rapide. Inconvénient, donc ça sera l'intermittence, donc il n'y aura pas d'électricité quand il n'y a pas de vent. Il y a des risques pour la faune, puisque évidemment ça peut blesser les oiseaux, et puis un impact visuel et acoustique sur les riverains. Dernière énergie qui est en fort potentiel d'augmentation, c'est le solaire photovoltaïque. Donc là, si vous avez des panneaux solaires que vous les installez face au sud à 30 degrés, vous pouvez directement prédire avec une très grande précision la quantité de soleil que vous pouvez récupérer. Donc évidemment, il y a un peu moins de soleil au nord qu'au sud, mais ça reste intéressant, quelle que soit la partie de la France. Alors, ce qui est très bénéfique, c'est de faire de l'installation en toiture, ça ne prend pas de place. La durée de vie des panneaux solaires est maintenant à plus de 30 ans, donc on a un bon retour là-dessus. Et puis, on a une production d'électricité locale. Alors, quand je dis production locale, ce n'est pas la production des panneaux, c'est la production de l'électricité. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, dans la plupart des panneaux solaires, il n'y a pas de métaux rares. Il y a du silicium, il y a de l'aluminium, et ce ne sont pas des métaux rares. Par contre, le solaire est très intermittent entre le jour et la nuit, bien évidemment, et entre l'été et l'hiver. L'été, vous produisez 4 fois plus qu'en hiver. 4, c'est énorme, donc il va falloir trouver une solution. Après, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il faut installer des panneaux solaires au sol sur des terres agricoles? C'est un débat qui est très important. Ensuite, il y a la production du panneau en lui-même. Quand il est produit avec du charbon, son impact CO2 est beaucoup plus important. Et puis, il faut une électronique pour gérer le panneau solaire qui, elle, dure un peu moins longtemps. Alors, quand on fait le bilan et qu'on veut faire une France 100% renouvelable, on va regarder de là où on part en 2019. Donc ça, c'est mon petit schéma de tout à l'heure, mais présenté différemment. Donc vous avez les 40% du nucléaire. Ici, vous avez à peu près 47% pour tout ce qui est fossile. On met aussi des tout petits déchets non renouvelables ici, mais qui ne comptent quasiment pas. Donc vous avez pétrole, gaz, charbon. Et donc, nos énergies renouvelables, c'est seulement 11,6%. Donc c'est pas beaucoup. Vous avez toute la répartition qui est là, avec toutes les énergies dont je n'ai pas parlé, donc notamment les pompes à chaleur, les biocarburants, les déchets renouvelables, la géothermie, le solaire thermique, les énergies marines. Donc si vous voulez, on en va voir les questions si ça intéresse des gens. Alors je vais faire de la futurologie, mais de la futurologie facile, c'est-à-dire linéaire. Donc en foncé, vous avez les vraies mesures de notre consommation sur 10 ans, enfin sur 11 ans, de 2008 à 2019. Et ce que vous pouvez constater, c'est que la France fait quand même des efforts pour moins consommer d'énergie. Il y a une tendance à la baisse. Alors, elle n'est pas énorme, mais la demande d'énergie en France baisse. Ce que vous pouvez constater, c'est que l'énergie électrique se développe, c'est le bleu, et que l'énergie renouvelable non électrique se développe aussi. Donc, ce qui se développe en électrique, photovoltaïque, éolien,
et en non électrique, pompe à chaleur et biogaz. Le nucléaire est en baisse relative. Alors, 17%, c'est sur 31 ans qui reste, hein, donc c'est pas une décroissance énorme. Et si on compense qu'il manque par que du fossile, ça ferait qu'on ne baisse que de la moitié des fossiles en 50 ans, et comme l'a dit Michel, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus strict dans la descente du fossile. Alors, vous avez deux leviers. Soit vous dites, ben, je remplace par que du renouvelable, et ça veut dire qu'il va falloir monter très très significativement le renouvelable, et je vous dis qu'il est impossible de faire partir de là et de monter là-haut. On peut faire ce qu'on veut, on n'y arrivera jamais. On n'aura jamais assez d'espace sur la France, on n'aura jamais assez de matériaux pour le faire, et pas le temps. D'accord ? Donc la seule solution, c'est de faire un mouvement de cisaille et de faire monter le renouvelable et en même temps, obligatoirement, de faire descendre la demande, c'est-à-dire qu'il faudra consommer moins d'énergie. Donc en résumé, les énergies renouvelables, elles sont indispensables à la transition. Il n'est pas possible de couvrir nos besoins actuels uniquement avec les énergies renouvelables. Il faudra baisser notre demande et plus vite que la tendance actuelle. Et après, malgré ça, il y a des grands enjeux techniques colossaux. Donc il va falloir convertir les fossiles vers les sources électriques. Donc transport, chauffage. Il va falloir inventer des stockages de masse de l'électricité. Donc ça aussi, c'est un enjeu technique très fort. Et enfin, on va sûrement devoir modifier nos usages. Et on ne pourra peut-être consommer l'énergie que quand elle sera présente. Et donc peut-être qu'en tant que particulier, en tant qu'industrie, eh bien, vous ne pourrez utiliser certains appareils à certains moments de la journée parce que l'énergie renouvelable ne sera pas présente à ce moment-là. Voilà, j'ai essayé d'être concis, mais peut-être un peu vite. Je passe la parole à Michel. Merci David. Donc, comme vient de le souligner de façon très complète David, cette quantité de pétrole, de gaz et de charbon qui représente encore 27% des consommations d'énergie en 2019 en France, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu, on a eu l'effet du Covid, et d'après les estimations qui sont faites par le Haut Conseil pour le climat au début de cette année, en ce qui concerne la France, on a baissé de 9% nos émissions, donc une baisse forcément des consommations d'énergie qui a été très significative pendant l'année de confinement. C'est pour donner un ordre de grandeur des événements que nous venons de vivre et de leur impact sur les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre. Les détails ne sont pas encore publiés secteur par secteur, mais c'est ce qu'a publié globalement le Haut Conseil pour le climat. Pour arriver à sortir complètement des énergies fossiles, il faudrait donc réduire d'au moins 3% par an de façon très régulière à chaque année pendant les 30 années qui nous restent jusqu'à 2050. Et réduire de 3% par an ces émissions de gaz à effet de serre et donc les consommations d'énergie qui vont avec, c'est une moyenne. Il ne faut pas oublier que cette moyenne cache des grandes disparités sociales. C'est quelque chose qu'on pourra réaborder après si vous le voulez, mais disons que tout le monde ne consomme pas autant d'énergie, n'a pas le même accès à l'énergie. Alors, bien sûr, les énergies renouvelables, il s'agit du bois, de l'hydraulique, du vent, du soleil, ce sont des énergies abondantes. Mais l'impact d'une consommation croissante, par exemple, du bois énergie, amène un usage et l'extraction du bois dans les forêts qui a tendance à menacer la biodiversité, à pouvoir la détruire, alors que cette biodiversité peut nous fournir aussi des ressources pour nous adapter. Par exemple, le bois énergie a été jugé à une époque, il n'y a pas très longtemps, c'est tout à fait récent, comme quelque chose qui pouvait remplacer le charbon pour des centrales thermiques. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé avec le projet d'usine à pellet torréfiée à Buja, sur le plateau de Millevaches, par exemple, qui était destiné à exporter une sorte de charbon de bois
Et il y avait des projets pour remplacer le charbon sur des centrales, telles que la centrale de Cordemais. Si les Cordemais se trouvent sur les ports de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, ceci a été abandonné récemment, et voilà le genre de dérive dans lequel on est menacé d'arriver si on doit augmenter exagérément les consommations d'énergie renouvelable. Sur la méthanisation qui a été évoquée par David aussi, il est important, disons, dans ce développement très important de la méthanisation qui se fait actuellement, qui se fait autour d'installations de type industriel, mais souvent en milieu agricole, de s'assurer que les conditions, disons, à la fois pour collecter les matières, qui ne sont pas forcément des déchets, mais qui peuvent être des cultures identiques avec le maïs, par exemple, les conditions de maintenance de l'installation qu'il faut entretenir année après année, et puis d'autre part les conséquences de l'épandage et de digestat sur les sols. Ces digestats peuvent permettre à l'agriculteur de se passer d'engrais, par exemple, mais en même temps, le carbone qui était dans les végétaux, s'il ne retourne pas au sol parce qu'il va contribuer à former le méthane, qui lui va être exporté, ce carbone-là sera en moins grande quantité dans les sols. Donc, d'un point de vue économique, vigilance. C'est des choses qu'il faut suivre de façon très régulière, et actuellement, la grande croissance du nombre de méthaniseurs de type industriel nécessite de s'assurer de vérifier ces points-là, c'est important. Alors bien sûr, il y a une chance, disons, c'est que les coûts du photovoltaïque et de l'éolien baissent. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette évolution-là du prix renouvelable l'éolien photovoltaïque va continuer, mais il n'empêche qu'à chaque fois que l'on construit des éoliennes, on met des parcs photovoltaïques, il faut vérifier les impacts sur la biodiversité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de pénaliser la biodiversité qui nous entoure. Et puis également, il faut ne pas faire n'importe quoi par rapport à des risques de saturation visuelle du paysage. Alors, dans les évolutions globales, l'électricité va devenir finalement le principal vecteur énergétique, c'est-à-dire le principal moyen de disposer d'énergie, puisque ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, ce que vous voyez en haut du tableau de gauche, qui est les combustibles liquides. Donc, merci David. Cette partie-là, c'est l'essence à la pompe. Eh bien, elle va diminuer de façon très très importante. Et c'est la partie de l'électricité, en bleu tout à fait en bas, qui va prendre une part plus importante qui deviendra le principal vecteur énergétique. On voit également le développement, par exemple, des réseaux de chaleur en orange sur la colonne de 2050 sur la droite, en haut de la colonne. Alors, on a répété que ces productions éoliennes photovoltaïques sont intermittentes et prévisibles. Lorsqu'il y a beaucoup de production, que cette production n'est pas consommée, il faut voir comment la stocker. Et puis, également, la disponibilité de l'énergie pourra être modulée, disons, en fonction des conditions du moment. Vous vous souvenez, disons, des tarifs, disons, qui avaient pour but de moduler la consommation d'électricité à l'époque du chauffage électrique, par exemple. C'est des choses que l'on va retrouver sans doute dans l'avenir sous de nouvelles modalités. Alors, cette diapositive-là, alors elle est un peu comprimée. Je vais quand même vous l'expliquer rapidement. C'est les patates que vous voyez de différentes couleurs. Il y en a des bleus, des jaunes, des verts, des rouges, des oranges. Elles représentent sur la ligne horizontale des capacités de stockage d'énergie. Alors on va du kilowattheure au térawattheure. Pour donner un ordre de grandeur, à peu près à un demi-térawattheure ou un térawattheure, on va être sur la consommation d'une grosse ville, par exemple. En haut, si vous visitez bien, vous la ville de Montpellier, 451 gigawattheures par an. La région Bretagne, 4,8 TWh par an. Voilà les ordres de grandeur. Alors, stocker de l'électricité directement, ça existe, mais alors avec des durées de décharge extrêmement courtes. Les électroniciens connaissent cela. C'est de l'ordre de la seconde à la minute. Ce sont des condensateurs, des supraconducteurs. Ça ne répond pas vraiment aux besoins par rapport à ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Après, en jaune, vous avez notre mode de stockage qui est mécanique.
qui peut être important pour réguler la production d'électricité, la mise sur le réseau de l'électricité. Par exemple, avec des disques très très lourds, on appelle ça des disques à inertie, qui peuvent démarrer très vite, qui permettent de fournir une pointe d'électricité stockée par la masse en mouvement, mais avec une capacité de stockage limitée et un temps de disponibilité qui ne dépasse pas 1 heure. Et puis après, en vert, vous avez ce qu'on connaît tous, ce sont les batteries électriques. On voit que là, on arrive à des quantités d'électricité qui commencent à être significatives, on est l'ordre du mégawattheure, mais sur des durées quand même qui sont brèves. Puis bien sûr, il y a tout ce qui est de la chaleur, on peut stocker également de la chaleur. Et le développement des réseaux de chaleur, par exemple, est quelque chose qui correspond à cet objectif-là. Et puis, en haut, plus on monte en haut et à droite, on voit un orange d'autres façons de stocker, qui sont des façons un peu étranges, disons, dans des qualités salines, par exemple, dans des grottes étanches, on peut stocker de l'air comprimé. Donc, l'électricité produite de façon renouvelable sert à comprimer de l'air qui peut être stocké dans une caverne, mais cette électricité produite de façon renouvelable peut aussi produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, par exemple, voire cet hydrogène peut être transformé en méthane par des réactions chimiques simples, mais coûteuses. Alors, ces procédés qui sont là-haut, on voit qu'ils correspondent à des gros volumes en termes de capacité de stockage, des durées de stockage qui sont importantes. Alors, pour le stockage saisonnier, par exemple, passer le cap de l'hiver, disons, on peut avoir des gros stocks. Mais si cela est coûteux, cela est plus coûteux que les énergies fossiles que l'on a actuellement, et donc ce n'est pas des choses que l'on verra développer tout de suite. Bon, c'est plutôt pour les années 2030-2040, mais cela existe. Donc, les études sont en cours, il y a des expérimentations qui ont lieu, et un enjeu est même à venir, c'est de voir comment convertir les réseaux de gaz au stockage d'énergie renouvelable. Alors, ensuite, l'autre question, c'est quand même, on constate tous qu'il y a un affaiblissement de l'investissement public en matière d'énergie au profit d'opérateurs privés. Et cela pose question. Parce que la production d'énergie renouvelable peut aussi appartenir à chacun, aux habitants des communes de proximité. On voit sur ce tableau ici qu'un projet réalisé par un opérateur privé apporte à la fiscalité locale, certes apporte au loyer, mais un projet mené par des citoyens sur les communes où ils se trouvent va rajouter des emplois, des prestations locales et des revenus de l'investissement local. Eh bien, en retour d'expérience qui a été mené sur quelques dizaines de projets par l'organisation Énergie Partagée, on voit qu'un projet citoyen peut rapporter 2,5 à 3 fois plus au territoire. Donc c'est une question qui est importante. L'énergie partagée, donc je ne sais pas si les gens le connaissent directement ici. Pour situer un petit peu les choses, c'est une organisation qui à la fois permet de recueillir des fonds, d'investir, d'organiser avec des associations locales des productions d'énergie. Et les petits ronds que vous voyez sur la carte là, il y a une forte dominante de ronds de couleur jaune, ce sont des installations photovoltaïques, parce que c'est ça aussi qui est le plus accessible au plus grand nombre. Mais il y en a également pour de l'éolien, de l'hydroélectricité, de la biomasse, de la méthanisation. Alors, cela étant sur les énergies renouvelables, on peut aussi se poser la question, peut-on consommer moins d'énergie pour le même service? Les gains d'efficacité énergétique sont possibles partout. Si on prend un exemple qui peut être courant, c'est dans l'habitat. Une construction passive, par exemple, vous voyez les barres graphes ici sur les classes énergétiques des logements, entre la lettre G et la lettre A et A+. Une maison passive a un besoin de chauffage qui est 10 à 15 fois même moindre qu'un bâtiment de classe D. Les bâtiments de classe D, ce sont quand même un très grand nombre de bâtiments et un nombre encore plus grand les bâtiments de classe E, F ou G qui peuvent être de vraies épaves thermiques, même de l'habitat indigne dans certains cas, sont des choses dans lesquelles on peut faire des gains d'efficacité énergétique considérables. Mais ces gains peuvent être réduits par quelque chose que vous connaissez peut-être qu'on appelle l'effet rebond.
je ne sais pas si le terme d'effet rebond, est-ce qu'il est familier pour vous dans la... Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette expression d'effet rebond? S'il y en a qui connaissent, oui, deux personnes, 3, 4, 5, ah si, alors je vais vous expliquer. Pour ceux qui pour faire un petit peu de culture générale, je dirais, il y a 156 ans, un économiste britannique remarquait qu'à moins d'un siècle, c'était au XVIIIe siècle, les machines à vapeur qui avaient été conçues vers le début du XVIIIe siècle étaient 50 ans plus tard, vers la fin du XVIIIe siècle, devenues 10 fois plus efficaces. C'était formidable. Vous voyez, la machine qui est représentée par le petit graphique de droite, là, elle tourne de façon plus harmonieuse, paraît plus élégante que celle de gauche. C'était important en Angleterre pour vider l'eau qui était dans les mines. Mais au XIXe siècle, cet économiste s'est aperçu que la consommation de charbon, au lieu d'être réduite, avait été multipliée par 22. Les machines 10 fois plus efficaces, c'est consommer 10 fois plus de charbon. Il était inquiet pour savoir si la Grande-Bretagne pourrait poursuivre sa croissance. Il y aurait-il assez de charbon? C'est cet inventeur-là, c'est monsieur Jevon, qui a donné ce nom d'effet rebond. Une technologie plus efficace est utilisée plus souvent, et finalement la consommation totale d'énergie a augmenté. Alors, pourquoi ça peut nous occuper, ça? C'est que, par exemple, dans la vie de tous les jours, on fait l'isolation thermique d'un bâtiment. Formidable, on va gagner 1 000 € par exemple de chauffage. Mais cet argent qui a été gagné par le ménage, vers quoi va-t-il être utilisé? Par exemple, ça peut être un autre usage. Alors, bien sûr, les gens peuvent vouloir chauffer plus chaud leur maison, bien isolée, mais également, par exemple, faire des voyages plus fréquents, prendre l'avion, etc. Donc, cette évolution des usages qui est constatée en pratique est quelque chose qui fait partie de l'effet rebond. Autre exemple, on peut, dans l'industrie, faire des améliorations fonctionnelles. Si on se souvient, la 2 chevaux, disons, elle consommait 5 litres au 100, elle pesait 500 kg, c'était il y a un peu plus de 50 ans. La CR de Citroën, elle consomme toujours 5 litres au 100, c'est formidable. On n'a pas réduit la consommation de la CR. Grosso modo, le consomme pareil, son poids a augmenté, sa vitesse a augmenté, et puis ce qui a surtout augmenté aussi, c'est les distances domicile au travail. Donc voilà un effet rebond fonctionnel, disons, lié à l'amélioration du véhicule. Et puis il y a des effets multiples. Par exemple, on voit des fois des effets de substitution qui peuvent aboutir à des consommations d'énergie significatives. Par exemple, les réseaux 5G. La 5G est plus efficace que la 4G. Bon, les techniciens l'expliquent et le démontrent. Mais elle est tellement plus efficace qu'on peut vouloir avec ça faire des voitures autonomes, par exemple, sans chauffeur. On peut concurrencer la fibre optique avec ce moyen-là et mettre des antennes de relais en plus grand nombre partout. Et au total, constater une augmentation de la consommation d'énergie. Donc voilà, ces alertes-là sur l'effet rebond concernent aussi bien les industriels que les citoyens. Et je vais laisser la parole à Jérôme pour la suite. Merci à vous. Voilà, donc pour prendre le relais, illustrer ce qu'a dit Michel sur les limites du recours aux renouvelables et les limites du recours à l'efficacité énergétique, j'ai choisi de prendre comme exemple quelques solutions de transition énergétique qu'on peut faire à titre individuel. Alors même si je suis tout à fait conscient que ce n'est pas individuellement qu'on ne résout pas tout, mais c'est histoire d'illustrer les choses. Donc sur ce graphique, vous voyez plusieurs solutions couramment présentées pour faire des économies d'énergie et puis réduire notre empreinte carbone. Souvent la solution qui est mise en avant le plus souvent, à temps, c'est la voiture électrique. On pense qu'on va sauver le monde en achetant une voiture électrique. Si vous regardez sur ce graphique, vous avez deux courbes. Vous avez une courbe en noir qui représente des potentielles économies de CO2 annuelles qu'on peut faire avec chacune de ces solutions. Et une courbe en jaune qui représente les économies financières qu'on peut faire. Alors, on n'a pris que des exemples qui permettent d'économiser du CO2. Par contre, si vous regardez la courbe jaune, on voit qu'au niveau financier, ce n'est pas toujours des économies, ça peut être aussi des pertes financières. C'est le cas notamment justement pour la voiture électrique. Si on regarde la voiture électrique, elle permet de remplacer l'énergie fossile par une énergie beaucoup moins carbonée. Donc on a un gain qui est substantiel sur le plan du CO2. Par contre, l'investissement étant très important et impossible à retrouver, on n'a pas de retour sur investissement sur une voiture électrique. Donc finalement, on a un impact financier qui est très négatif. Donc là, on voit typiquement qu'on est sur des solutions qui sont coûteuses, donc pas généralisables et pas abordables pour tout le monde.
De la même façon, dans l'habitat, on vous pousse souvent à... Je vais éloigner le micro un peu. On vous pousse souvent à changer de mode de production de chaleur. Donc, par exemple, la pompe à chaleur, qui permet de passer, si on passe d'une chaudière au fioul à une chaudière pompe à chaleur électrique. Donc, on va faire des gains importants en CO2. Par contre, l'investissement aussi est difficile à récupérer. Donc, finalement, au final, on perd de l'argent. Alors, pour aller sur ce qu'a parlé Michel tout à l'heure, sur l'efficacité énergétique, si on va sur l'isolation thermique des bâtiments, oui, j'avais le tout à l'heure. On va sur l'isolation thermique des bâtiments, on voit qu'on a des gains qui sont importants et si on le regarde vraiment sur le long terme, on va avoir aussi sur le long terme des gains financiers. Voilà, donc ça c'est un peu les solutions qu'on vous présente le plus souvent. Il y a d'autres solutions qui sont moins souvent abordées, comme aller au travail en vélo, chauffer un peu moins son habitat, choisir d'habiter dans un habitat plus petit, ne pas prendre l'avion ou manger moins de viande, qui peuvent avoir des effets relativement importants sur les économies de CO2 et qui par contre, elles, vont à coup sûr permettre de faire des économies financières. Alors, pourquoi? Et d'ailleurs, ça peut surprendre, même le premier, j'ai été surpris moi-même, hein, quand on regarde sur la consommation de viande, j'ai fait comme hypothèse de réduire par 3 la consommation moyenne de viande moyenne des Français. Donc on arrive à des économies de CO2 qui sont de l'ordre de l'isolation thermique de la maison. Du même ordre, en consommant moins de viande, on peut économiser quasiment autant de CO2 qu'en isolant sa maison. Et donc c'est des choses qui sont souvent peu abordées. Alors pourquoi cet ordre-là? Pourquoi ce choix-là et ce classement des solutions? Parce qu'en fait ces solutions, si on vient de les regarder, on peut regarder quels sont les recours, à quoi on a recours. Et quand on passe sur une voiture électrique ou qu'on met du photovoltaïque sur son toit ou qu'on met une pompe à chaleur, en fait, on a recours aux énergies renouvelables. Et on voit que le recours aux énergies renouvelables, il y a une certaine complexité pour la mise en œuvre et, de façon indéniable, des coûts importants. Et donc, du coup, ces solutions-là, elles sont difficilement généralisables parce qu'elles sont techniquement compliquées et elles induisent des coûts. Il y a d'autres solutions qui ont trait à l'efficacité énergétique qui, elles, permettent d'avoir des solutions plus simples et qui ont des retours énergétiques et sur le carbone qui sont plus intéressants. Et celles qu'on n'aborde pas souvent sont toutes celles qui ont trait à la sobriété, c'est-à-dire consommer moins. Le souci, c'est que c'est souvent présenté comme de la privation et que il y a un peu de travail au niveau de la communication à faire autour de ça. Alors, pour parler de privation, si on pourrait superposer une troisième courbe sur les courbes qui sont ici, qui serait une courbe de la qualité de vie. Donc si je mettais une courbe de la qualité de vie sur ma toile d'araignée ici, et je me pose la question, est-ce que chacune des solutions me fait gagner ou perdre de la qualité de vie? Est-ce que manger moins de viande, ça me fait gagner ou perdre de la qualité de vie? Il se trouve qu'au niveau de la santé, c'est plutôt bénéfique. Moi qui vais tous les jours à mon travail à vélo, je peux ni dire que ça me rend malheureux, ni dire que ça me rend en plus mauvaise santé. Voilà, donc il y a toute une réflexion à avoir justement sur toutes ces solutions qui ont trait à la sobriété. Alors, le but de ce graphique, c'est de vous montrer que dans l'ordre des choses et dans les priorités à avoir, on met souvent en avant les énergies renouvelables, alors que la première chose à faire, ce qui est le plus accessible et ce qui est le plus efficace, c'est d'abord de mettre en œuvre la sobriété. Donc, on a repris la boussole de l'association Négawatt, qui remet bien les points de valeur. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique et faire face à la crise à laquelle on est confronté, 1, la sobriété, 2, l'efficacité, et 3, le recours aux renouvelables. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de renouvelables, mais voilà, les priorités, il faut vraiment les remettre dans le bon ordre. Alors le souci, c'est que pendant des années, ça fait 100 ans qu'on est dopé à du pétrole facile, qu'au début au moins, ça a permis d'augmenter le niveau de vie et également l'espérance de vie. Et du coup, on s'est habitué à une consommation toujours plus importante, et à croire que le progrès, c'était plus, et le progrès, c'était plus de consommation d'énergie, c'était plus de pétrole. On nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, peu importe nos armoires, c'est la chanson de Souchon, et il a tout à fait raison là-dessus. Et du coup on est devenu finalement psychologiquement dépendant au pétrole, et on est passé dans un état en fait d'ébriété énergétique, où on consomme beaucoup plus que nos besoins fondamentaux. Alors pour faire face à ça, d'autant plus que cet état d'ébriété énergétique, finalement, il ne s'est pas fait de façon égalitaire du tout, c'est-à-dire que nos sociétés ont consommé de plus en plus, mais par contre, les inégalités se sont creusées de plus en plus. Et à l'échelle mondiale, David l'a montré aussi, on voit qu'il y a des pays qui consomment 20 fois moins que certains autres. Alors, pour vous montrer quelques exemples de besoins un peu futiles qui pourraient être évités, on a pris par exemple
exemple une station de ski indoor à Dubaï, donc climatisée à moins 5 degrés alors qu'il fait entre 40 et 50 degrés dehors. Alors peut-être que ça ne vous touche pas trop parce que vous dites non mais moi je suis jamais allé à Dubaï. Par contre vous êtes sûrement nombreux à avoir déjà pris votre café en hiver sur une terrasse chauffée avec un parasol chauffant radiant. Voilà, donc il y a un certain nombre de besoins contre lesquels on va être obligé de mettre de côté quand on va regarder vraiment leur empreinte énergétique. Alors, les solutions, pour passer de l'ébriété à la sobriété, pour passer de la surabondance à la suffisance matérielle, la première chose qu'il faudra faire, c'est éviter toutes les tentations, toutes les incitations à consommer plus. Au niveau local, il y a des choses intéressantes à faire, qui sont à portée de main, qui concernent l'agriculture, favoriser les circuits courts, et dans l'industrie et dans nos activités, favoriser l'économie circulaire, le recyclage, etc. Et au niveau des déplacements, il y a des choses qui sont à portée de main, qui font actuellement parler d'elles. Donc redévelopper les transports collectifs, qu'on a vraiment laissé de côté, et renforcer faciliter l'usage des mobilités douces, vélo, marche à pied. Alors inévitablement, on a des besoins, et nos besoins, il va falloir les classer en fonction de leur caractère essentiel ou futile. Alors plus qu'essentiel ou futile, on a des besoins qui sont vitaux, et on peut aller jusqu'à des besoins qui sont nuisibles, c'est-à-dire que pour le plaisir de quelques-uns, finalement, on a un impact sur la société qui est très négatif. Et donc, pour orienter les sociétés vers la sobriété énergétique, inévitablement, il va falloir trouver des solutions. L'incitation, c'est la meilleure chose, la dissuasion également, mais aux extrêmes, il y a aussi l'obligation à l'interdiction, et on ne pourra pas couper, si on veut amener tout le monde dans la même direction, et ne pas faire en sorte que tout le monde accepte d'aller vers une société plus sobre. Forcément, l'encadrement de la loi, de l'État, les règlements des collectivités, on ne peut pas tout baser sur l'initiative individuelle et sur la volonté individuelle. Voilà, donc quand on nous a obligés avec nos ceintures de sécurité en voiture, ça a fait beaucoup plaisir au début, et puis on l'a fait, et puis on continue à le faire. Les limitations de vitesse, c'est pareil, c'est assez d'actualité en ce moment. Mais effectivement, il faut un encadrement de la loi, mais la première chose qui nous permettra de sortir de cette crise-là, c'est essentiellement travailler sur nous-mêmes et sur les leviers psychologiques qui vont nous permettre justement d'accepter cette sobriété et de la rendre plus heureuse. Et donc pour ce qui se passe dans notre tête, je vais laisser la parole à Delphine. Un joli petit pont symbolique. Alors, moi je suis psychologue et je viens vous parler un petit peu après cet état des lieux, des connaissances et du niveau d'information qu'on détient face à la réalité de la menace climatique, de pourquoi on ne change pas. On est au courant de tout ça grâce au GIEC, comme l'a présenté Michel, et aussi depuis déjà les années 70 avec le rapport Milos et le Club de Rome, mais ça n'est pas suffisant. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est d'où vient cette résistance? Est-ce qu'elle est simplement le fruit d'une lâcheté morale face à la prise de responsabilité qui nous incombe? Donc évidemment, il y a aussi des enjeux politiques de résistance et de maintien de l'équilibre en place, mais bon, c'est pas la seule question. Il semble quand même qu'il y a quelque chose de plus endogène qui résiste. Est-ce que c'est une limite simplement de notre cerveau? On aurait peut-être une difficulté biologique à faire face aux informations négatives, ça ne nous mobilise pas. Ou est-ce que plus profondément, plus existentiellement, on serait dans une sorte de blocage évolutif, on manquerait de levier interne pour puiser en nous les ressources de bonne santé fondamentale du vivant qui nous habite. C'est un peu les hypothèses que je vais chercher à balayer. Quelle est la nature de cette limite qui nous empêche de faire face à la réalité? Donc déjà, le premier constat, d'un point de vue plus philosophique et ethnologique, c'est que
depuis Descartes à peu près, on est rentré dans un rapport anthropocentré à la nature. C'est-à-dire qu'on a mis l'homme au milieu de la nature et on a perdu un lien à une vision plus cosmogonique, c'est-à-dire de se penser comme un être dans un tout appartenant à un cosmos. C'est pas mal le cosmos. Voilà. Et donc, par exemple, Descartes, au XVIIe siècle, est un penseur qui établit une première distinction, une première coupure entre le corps et l'esprit, ce qu'on appelle le fameux dualisme cartésien. Donc, à partir de là, en fait, c'est l'entrée dans la philosophie contemporaine, moderne. On sort de la vision aristotélicienne, justement, des Grecs, avec une vision plus holistique et un rapport surtout à l'être, et on commence à établir des coupures. Donc il y a plein de coupures, c'est un peu le signifiant important, et on voit apparaître des dualités. Donc cette première coupure va en introduire d'autres, par exemple, la plus importante, la rupture nature-culture, qui modifie profondément le lien que l'homme entretient avec la nature. On commence à établir des différences de nature entre l'homme et les autres êtres vivants. C'est-à-dire qu'on n'est plus tous issus de la même source de vie. Donc je vous cite par exemple une citation de Philippe Descola, un grand penseur écologiste. « Nous réservons la subjectivité, c'est-à-dire la capacité à se penser soi-même, la conscience réflexive, l'intentionnalité aux êtres humains, qui de ce fait sont complètement distincts du reste des existants. Mais nous posons en revanche une continuité entre tous les êtres du point de vue de leur qualité physique. Il y a donc une inversion entre le naturalisme et l'animisme. C'est-à-dire qu'à partir de cette rupture, de cette époque, ce qu'on a de commun avec les autres êtres vivants, c'est le fait d'être physiquement existant, mais pas d'avoir une conscience de soi-même. Et c'est ça qui commence à nous permettre d'établir des rapports de domination sur ces autres êtres, donc de pouvoir devenir, comme Descartes le disait, maître et possesseur de la nature. Si la carotte n'a pas d'âme, si l'arbre n'a pas d'âme, si la nature a perdu son âme, je peux en jouir et l'exploiter. Donc ça c'est aussi très ironique pour moi en tant que psychologue, parce que ça veut dire que l'homme, justement, s'érige d'une supériorité par rapport aux autres êtres sentants, alors que, au nom de sa capacité réflexive, donc au nom de la conscience qu'il a de lui-même, et de sa capacité à se penser subjectivement. Et justement, en fait, ce qui fait défaut pour moi, c'est le bon usage de cette capacité réflexive. On a très peu de retour sur nous, sur ce qu'on fait. Donc on est assez pauvre, en fait, du point de vue de cette capacité-là. Donc, pour moi, j'irais jusqu'à dire que nous sommes sous-développés du point de vue de notre conscience et de notre conscience de la psyché, justement, de notre âme. Nous sommes carrément déshumanisés. Nous en sommes à expliquer nos états d'âme, psyché en grec, par la simple causalité biologique. Nous nous réduisons nous-mêmes à des machines télécommandées par la mécanique neuronale de nos cerveaux. Si bien que les meilleurs scientifiques aujourd'hui établissent une corrélation entre notre niveau de sécrétion de dopamine et notre incapacité à penser la décroissance. Donc ça, c'est une des hypothèses. En fait, notre cerveau ne répondrait pas positivement, biologiquement, à la décroissance parce que ça générait trop peu de dopamine. Donc qu'est-ce que c'est la dopamine? C'est l'hormone du bonheur. C'est l'hormone du plaisir immédiat qui est très archaïque et qui convoque la zone intérieure du cerveau très ancienne qu'on appelle le striatum. Et donc c'est aussi l'hormone du système récompense-renforcement. C'est-à-dire qu'on a un petit shoot de dopamine à chaque fois qu'on est récompensé, qu'on a fait quelque chose. Et donc l'idée, c'est que si on s'en tient à cette hypothèse purement biologique, c'est que la sobriété, c'est impossible du point de vue biologique parce que ça nous fait faire face à une chute de la dopamine et donc ça nous met biologiquement en état de dépression. Donc on ne serait pas du tout armé sur le plan biologique pour décroître.
Donc moi je trouve que cette hypothèse elle est un peu faible parce qu'il se trouve aussi que le cerveau est en interaction avec son environnement et qu'on peut dire que le capitalisme aujourd'hui repose tout entier sur la sécrétion dopaminergique. C'est-à-dire que tout aujourd'hui nous invite à consommer, à jouir, à être récompensé. Et donc, il ne faut pas non plus éluder le contexte politique, sociologique dans lequel notre cerveau, notre biologie est stimulée. Voilà. Donc ça nous rend effectivement très peu entraînés et armés face aux défis de notre temps, parce que justement, nous avons à devoir apprendre à nous priver. Je lis en même temps, je parle, du coup je cherche un peu mon truc. Donc, le paradigme de la croissance et la dopamine sont des alliés pour nous affaiblir biologiquement, moralement et psychiquement, en faisant de nous des ventres et des cerveaux disponibles à la satisfaction immédiate, pour reprendre les mots de Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1. Donc, pour autant, nous avons bien d'autres capacités que la simple satisfaction immédiate. Nous ne sommes pas que des animaux, justement, nous avons des capacités plus secondaires qui n'attendent qu'à être réveillées. Notre mal fondamental est d'en être coupé. Nous sommes coupés du vivant, coupés de la nature et de notre nature profonde, tout en étant hyper connectés à nos machines dans un mirage de liens virtuels. Le progrès de notre niveau de connaissance rationnelle n'active pas notre instinct de survie. Nous ne sentons pas le danger dans notre corps. Notre instinctualité n'est plus sollicitée comme vecteur de connaissance et de rapport au monde. Nous ne sentons pas dans notre ventre, dans notre cœur, cet instinct profond de vie qui nous prend aux tripes et qui nous dit « Lève-toi, trouve une solution, change ». Non, nous sommes dans la caverne de Platon, bercés dans notre confort matériel, illusionnés par les mirages du développement technologique et la fable de notre toute-puissance humaine. Nous n'entendons pas les alarmes, nous les comprenons rationnellement, nous pouvons disserter dessus, devenir des experts, mais nous ne sentons pas en nous qu'il faut que ça change. Parce que nous sommes inaccomplis. Troisième hypothèse. Nous avons tué Dieu, mais nous n'avons pas contacté en nous la source de vie. Là, je vais vous citer Albert Camus. À partir du moment où l'homme ne croit plus en Dieu, ni dans la vie immortelle, il devient responsable de ce qui vit, de tout ce qui naît de la douleur et voué à souffrir de la vie. C'est à lui et à lui seul qu'il revient de trouver l'ordre et la loi. Alors commence le temps des réprouvés, la quête exténuante des justifications, la nostalgie sans but, la question la plus douloureuse, la plus déchirante, celle du cœur qui se demande « Où pourrais-je donc me sentir chez moi ?» C'est-à-dire qu'en s'érigeant comme principe supérieur, l'être humain s'est mis dans la situation de devoir comprendre par lui-même les grandes lois qui organisent le vivant. Puisque ni Dieu ni Maître ne sont plus là pour le lui dire. C'est le fameux « Dieu est mort ». Du coup, l'homme doit devenir Dieu. Pour l'instant, il est coincé dans le fantasme de sa toute-puissance, mais par contre, il n'a pas compris les grandes lois divines ou en tout cas ontologiques qui organisent le vivant. C'est un peu le rôle de la religion avant, d'être relié à quelque chose d'au-delà de soi-même, de plus grand que soi. Donc là, c'est bien d'avoir tué le grand-père, le grand-autre, mais ça demande d'être à un certain niveau de maturité humaine pour pouvoir se débrouiller comme un grand sur Terre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc sans connaissance de ces grandes lois, il habite le monde en être désolé, littéralement sans sol, qui a perdu le contact avec la Terre. Il ne fait plus le lien dans sa verticalité entre la Terre et le ciel. Et en même temps qu'il tue son environnement, il se tue lui-même. Donc Glenn Albrecht, qui est un philosophe australien de l'écologie, fait un lien entre l'écocide, le fait de tuer l'environnement, et l'ethnocide, le fait de se tuer aussi humainement.
et il le met en lien avec le fait de tuer nos émotions. C'est-à-dire que nous ne sommes plus aussi à l'écoute de cette connaissance intérieure. C'est ce type d'information aussi justement subjective qui relève de notre intériorité, dont on se réclame pour dominer justement les autres êtres vivants, et qui nous définissent aussi en tant qu'humains. Ce qui nous meut de l'intérieur, qui fait notre humanité, n'est plus entendu. Nos messages invisibles sont dévalorisés au profit d'expériences toujours plus matérialistes. Donc tout est matière, on explique les états d'âme par le cerveau, par la biologie, mais il n'y a plus de rapport au mystère, à l'invisible, à cet autre niveau d'information qui nous définit en tant qu'humains. Donc nous pouvons donc dire que nous sommes à un stade infantile de développement humain et que comme un tout petit, l'homme n'en fait qu'à sa tête sur la planète. Il ne suit que sa propre loi de principe de plaisir immédiat. L'émergence de la rationalité scientifique et du développement technologique et industriel a permis d'advenir à une maturité matérielle et politique avec la démocratie, mais ces progrès sont externes. Et du point de vue de notre capacité à être en rapport à une autre logique que la nôtre, nous sommes collectivement très immatures, en grande difficulté à nous relier à un au-delà de nous-mêmes et de comprendre le sens et l'ordre qui nous rendent vivants et nous inscrivent dans un monde vivant. Heureusement, le principe de réalité devient plus fort et nous met en instance de grandir et de poursuivre notre évolution humaine. Il s'agit donc maintenant de faire un saut évolutif, de grandir afin de parvenir à élargir notre conscience de nous-mêmes et par là même aussi la conscience de l'autre et celle du monde. Nous devons nous relier à nouveau. C'est une nécessité de reliance qui est la clé de voûte, selon moi, et certainement aussi beaucoup d'autres, du changement à venir. Nous relier à nous-mêmes pour rencontrer ces mondes intérieurs qui nous sont inconnus et qui pourtant agissent en souterrain, ce qu'on peut appeler l'inconscient, entre autres, en inhibant nos capacités de changement. Car comme nous le dit Joanna Macy, donc c'est une éco-philosophe américaine, la nature contient en elle-même ses propres capacités d'auto-régénération. Donc les processus naturels du vivant se régulent eux-mêmes. En fait, il n'y a rien à inventer. Si on se relie à la logique du vivant, il y a quelque chose de la